Le président de la République au chevet des victimes du cyclone Irma à Saint-Martin, Emmanuel Macron, était accompagné d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Il a exposé son plan de reconstruction. Les syndicalistes guyanais, eux aussi, se mobilisent contre la réforme du Code du travail par ordonnance. L'appel à manifestation nationale a été suivi timidement ce matin devant la préfecture par une trentaine de professionnels. Nous y reviendrons. Karine Sinaï Bossou devient la première femme à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. La chef d'entreprise a été élue ce matin par la majorité de ses pairs. Elle souhaite rétablir l'équilibre financier dans la Chambre consulaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette tranche d'information. Toujours à la une, les suites du cyclone Irma avec un bilan provisoire de 40 morts sur la dizaine de territoires touchés. Le président Emmanuel Macron s'est rendu ce matin auprès des victimes de Saint-Martin. Il était très attendu par la population. Reportage de nos confrères de TF1. Beaucoup à l'arrivée du président à Saint-Martin sont dans l'émotion. Vous voulez revenir un peu ? Oui, Et l'accueil, globalement, est bon. Certains, spontanément, le tutoient. On est en train de souffrir et il n'y a que toi qui peux nous aider. Mais quelques habitants exaspérés le prennent à partie. Ils lui reprochent une intervention trop tardive des secours et la discussion s'engage, houleuse. Mais on fait le maximum. Je suis venu avec des tentes gonflables, avec de l'eau, avec 12 tonnes de médicaments. Oui, et c'est pas un discours, mais on a la réalité. Emmanuel Macron sait qu'il doit apporter des réponses concrètes et immédiates. Il multiplie donc les engagements. Vous allez les aider à accélérer les procédures d'indemnisation ? Ah mais je suis là pour ça, et public et privé. On a pris des engagements clairs et de stabilisation, de retour rapide à la vie normale. On a obtenu, et c'est une bonne nouvelle d'aujourd'hui, des unités de désalinisation de nos amis américains. Donc elle les aura là dans les tout prochains jours, donc on aura plus vite de l'eau potable sur l'île. On va encore accélérer les choses et accélérer la reconstruction avec des règles simplifiées. Le président souhaite aussi que certaines écoles rouvrent dès la semaine prochaine et vise un retour à la normale pour l'ensemble des élèves vers la Toussaint. Un peu partout, comme ici à l'aéroport, il ne cesse d'étreindre les uns et les autres et prend soin de mettre le tout sur sa page Facebook en direct pour une dizaine de minutes. Dans son avion, cette nuit, Emmanuel Macron a aussi invité les journalistes à filmer ces échanges. À propos de l'acheminement du fret et des vivres, 85 tonnes de nourriture et 1 million de litres d'eau ont déjà été transportés, explique le directeur de la sécurité civile, très laudatif. Vous avez mis en place la plus grande opération logistique depuis la Deuxième Guerre mondiale conduite par la France, toute opération militaire confondue. On a un pont aérien extraordinaire. Et à peine est-il arrivé ce matin sur le tarmac en Guadeloupe qu'Emmanuel Macron déjà défendait l'action de son gouvernement. L'aide est arrivée aussi vite que possible, jure-t-il. Compte tenu des contraintes et des incertitudes à la fois météorologiques et géographiques, il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure. Le temps n'est à aucune polémique. Il est à l'action, à la mobilisation pour le retour à la vie normale et à la reconstruction. Ensuite viendra le temps de l'évaluation. J'y suis tout à fait disposé. Il approuve l'idée d'une commission d'enquête parlementaire, mais plus tard. Ce soir, Emmanuel Macron est aux côtés des forces de l'ordre en patrouille à Saint-Martin, où il passera la nuit. Emmanuel Macron prévoit une reconstruction durable et aux normes anticycloniques. Reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Plusieurs priorités ont été annoncées par Emmanuel Macron. La première, permettre un retour à la vie quotidienne. L'ordre public, je viens de l'évoquer, les moyens sont là sous la coordination générale de gendarmerie, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables. Ce soir, je serai aux côtés de nos forces de l'ordre en patrouille pour m'en assurer. Dans un second temps, l'accès à l'eau potable, l'un des enjeux essentiels sur l'île. Plusieurs initiatives ont été prises par l'État. Nous avons une usine de désalinisation qui sera dans les prochains jours livrée grâce à une coopération avec nos amis espagnols. Plusieurs initiatives ont été prises qui nous permettront à partir du 20 d'avoir à nouveau de l'eau produite sur le territoire en quantité moins importante que ce qu'il y avait avant l'ouragan, mais ce qui permettra un retour progressif à la normale et nous y sommes très vigilants. Le président Macron assure que tous les services de l'État seront mobilisés pour accélérer le déblaiement des rues et la reconstruction des bâtiments. Nous allons accélérer et coordonner le déblaiement des rues, le déblaiement des maisons, le retour justement aux accès minimums aux infrastructures et la distribution d'alimentation et d'eau. Nous ferons vite, nous ferons bien et nous ferons mieux. Le Saint-Martin qui renaîtra
de cet ouragan devra avoir des constructions durables qui répondent là aussi aux exigences sismiques et environnementales. Car ce qu'il se passe aujourd'hui à Saint-Martin, c'est bien le résultat de constructions qu'on a parfois laissé se faire dans des conditions qu'on n'aurait pas acceptées dans d'autres territoires de la République. Enfin, la santé et l'éducation n'ont pas été épargnées. Le chef de l'État prévoit une rentrée des classes dès la semaine prochaine. Dès le début de semaine prochaine, nous souhaitons pouvoir ouvrir, même pour quelques heures, des écoles. Aujourd'hui arriveront des tentes gonflables qui permettent d'enseigner. Nous allons organiser progressivement ce retour à la normale pour que d'ici à la Toussaint, ce soit un cycle normal qui puisse être repris pour l'ensemble des élèves de l'île, mais en accordant la priorité évidemment aux classes d'examen, en particulier celles et ceux qui sont en terminale, mais pour dès la semaine prochaine, partout où c'est possible, permettre ce retour à la vie normale. Une reconstruction de l'île de Saint-Martin qui, selon les assureurs, s'élèverait à plus d'1 milliard d'euros. Selon Emmanuel Macron, tous ces moyens représentent l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et puis soulagement pour une centaine de rescapés de Saint-Martin. Un avion militaire a été affrété cet après-midi. 185 personnes ont pu être évacuées de Guadeloupe grâce à la contribution de Fondation de France. Regardez. Non loin du terminal régional, Georgette et son petit groupe attendent patiemment de regagner l'Hexagone. Rapatrié en Guadeloupe dimanche, le petit groupe a eu vent d'un avion militaire qui pourrait les ramener à Paris. Moi, je suis très contente de regagner la métropole parce que depuis, à Saint-Martin déjà, on a tout perdu. Ma maison, elle a pris l'eau, même si les murs sont encore là, mais j'ai de l'eau dans la maison. Et mon seul objectif, c'est mettre mon fils à l'école, vu qu'il n'y a plus d'école à Saint-Martin. Rentrer en métropole, mettre mon fils à l'école et souffler un peu de tout ce cyclone, tout ce vent qu'on a eu et tout. Et je remercie beaucoup l'équipe, la Croix-Rouge d'ici, le SAMU et la dame qui nous a pris en charge, qui nous a hébergés pour la nuit. Oui. Elle a été super gentille avec nous. Elle nous a trouvé des pulls. On était vraiment dans une très bonne équipe et ils ont vraiment pris soin de nous. Je ne sais pas pour les autres, mais ça a été vraiment bien. Et on est vraiment contente qu'enfin on a trouvé un vol pour aller en France, même si c'est avec l'avion militaire, je ne sais pas. Mais je suis contente parce que là, c'est surtout pour mes enfants et j'ai 2 enfants là. À Saint-Martin, on n'a rien du tout, on n'a pas de boulot, on n'a pas on n'a rien du tout, école non plus. Donc là, je suis contente surtout pour mes enfants. Ce bonheur, ils le doivent à la mise en place d'une cellule de crise hier par les services de l'État. Il y a un vol qui part en fin de matinée à 12h30 qui va pouvoir embarquer 185 personnes. 185 personnes qui se sont présentées à la cellule d'accueil et d'orientation qui a été mise en place ici à l'aéroport et personnes qui figurent sur une liste prioritaire. Donc ces personnes ont été rappelées au cours de la nuit et elles ont commencé les enregistrements à partir de ce matin pour pouvoir être prêts à un vol dont le départ est prévu à 12h30. Si 185 réfugiés ont pu quitter la Guadeloupe par le biais de ce vol militaire, près de 300 autres rescapés étaient encore attendus dans la journée. Là aussi, la préfecture a anticipé les nouvelles arrivées et mis en place un planning de rotation aérienne. Il y a des disponibilités dans les jours qui viennent. Il y a en particulier un vol qui est affrété par la Fondation de France et il y a également un vol supplémentaire qui a été mis en place par Air France. Donc nous avons augmenté nos capacités de transfert vers Paris. Les rotations aériennes devraient s'intensifier pour désengorger la cellule de crise et permettre à ceux qui le souhaitent de regagner la Guadeloupe dans un premier temps et ensuite l'Hexagone. Dans le volet social à présent, une manifestation contre la réforme du travail qui rentrera en vigueur fin septembre. C'était ce matin devant la préfecture de région. Un mouvement initié par le syndicat Sud et suivi par la FSU et UNSA. Alexandre de Chavannes, secrétaire départemental de la FSU Guyane, était au micro de Jonathan Lariot. Eh bien aujourd'hui, les syndicats de la FSU Guyane, Sud Éducation et Sud PTT ont demandé à être reçus par le préfet ou ses représentants afin d'exposer nos revendications que sont la casse du Code du travail et le démantèlement des services publics de manière à
à mesurer l'impact sur la population de Guyane qui est déjà dans la grande précarité, la pauvreté et donc l'application concrète de ces mesures en Guyane et les conséquences qui seront des régressions sociales et où l'ensemble de la population de Guyane sera impactée. Et si on prend un exemple sur le Code du travail, aujourd'hui le chômage touche un jeune sur deux en Guyane, les jeunes représentent quand même la moitié de la population. Et ce que comportent les ordonnances de ce nouveau Code du travail, c'est la possibilité de faire des contrats précaires, de licencier sans indemnité. En fait, ça va créer encore plus de précarité. Donc c'est les droits des travailleurs qui sont attaqués. Et en ce qui concerne le service public, on annonce des suppressions de budget, des suppressions de postes, et alors que la population réclamait justement plus de services publics sur l'ensemble du territoire. Donc on voit clairement des mesures gouvernementales inadaptées et néfastes au développement de la Guyane. Toujours dans le chapitre social, la situation est devenue intenable pour les contrôleurs aéronautiques de Cayenne. Après 3 jours de négociations avec la direction de l'aviation civile, ils n'obtiendront pas davantage de postes. Pour rappel, la tour de contrôle fonctionne depuis 7 ans avec la moitié de son effectif. L'intersyndicale s'inquiète pour la sécurité des passagers. Dans de telles circonstances, les contrôleurs seront donc en grève à partir de demain. Attendez-vous à des retards dans les vols. Et pour poursuivre ce journal, la rubrique Passons à ce chapitre judiciaire avec cette affaire qui secoue l'entreprise EDF en ce moment. Le directeur Suarez dos Reis a porté plainte pour diffamation à l'encontre de Davy Riemann et 2 autres syndicalistes de l'UTG. Une action à titre personnel où le directeur affirme ne pas avoir violenté Davy Riemann durant les mouvements sociaux de mars dernier. Une audience préliminaire s'est tenue ce matin au tribunal correctionnel de Cayenne. Les détails de cette affaire avec Pierre Trifou et Gaël Wassim. Le 24 mars dernier, pendant les négociations entre les syndicalistes et la direction d'EDF, une altercation aurait eu lieu entre le représentant syndicaliste Davy Riemann et Augusto Suarez dos Reis, directeur d'EDF. Devant ces accusations, ce dernier a porté plainte contre les syndicalistes visés. Une position que l'avocate de la défense conteste. Nous estimons qu'il n'est pas diffamé, que les faits ont été véritablement réalisés et c'est ce que nous allons démontrer. Et que donc il ne peut pas y avoir de dénonciation calomnieuse quand la dénonciation est justifiée. Ce matin, une audience préliminaire a fixé la conciliation d'une somme. L'affaire reviendra le 17 octobre prochain pour fixer une date pour le procès. Pour l'UTG, ces accusations rompent le dialogue entre les syndicats et la direction d'EDF. Nous disons que ça va empirer les choses. Les relations au niveau d'EDF entre la direction et les syndicats ne vont pas s'arranger. Il n'y aura pas de dialogue. Là, j'ai l'impression que c'est une guerre des tranchées. De son côté, EDF réfute son implication dans l'affaire. Je pense que cette affaire montre quoi au-delà des fonctions des uns et des autres. Il ne s'agit pas effectivement d'une opposition de fait mettant face à face effectivement un employeur et un syndicat. C'est effectivement des faits de nature privée dont une victime estime avoir été diffamée. C'est ça. Davy Riemann aurait porté plainte en avril dernier pour violence volontaire, une plainte qui n'aurait toujours pas été traitée. Cette plainte n'a toujours pas été instruite. Ce qu'on attend là aujourd'hui des juges, c'est que la vérité remonte et que nos agents, nos représentants, nos dirigeants soient relaxés. Toujours dans le chapitre justice, cette affaire, un véritable drame familial qui s'est déroulé ce dimanche matin dans la petite ville de Noyon, dans l'Oise, à 100 km de Paris. Un policier d'origine haïtienne a abattu sa compagne guadeloupéenne et 2 de ses enfants avec son arme de service. Les détails de cette affaire avec nos correspondants à Paris, Solène Boissé et Tafari Tyrolien. Le corps du monsieur, il était là, juste là. La dame, elle était là juste devant. Bruno est l'un des rares témoins sur place au moment des faits. C'est lui qui a secouru la fillette de 5 ans, seule survivante de la tuerie. J'ai entendu plusieurs coups de feu, j'ai entendu hurler, donc j'ai accéléré le pas. Et puis quand je suis arrivé là, j'ai vu une petite gamine qui hurlait, qui avait peur et tout. Donc j'ai mis la petite fille en sécurité. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Voilà. Je
suis un citoyen normal. Hein, Au lendemain de ce triple assassinat, les usagers de la gare ont repris le cours de leur vie. Sur les lieux, les bâches et cordons de sécurité ont disparu. Seul un bouquet de fleurs déposé par ses amis du couple. Moi, tous les jours, je le croisais, c'était appel de phare, le petit signe. Il nous reconnaissait, on était dans Guiscard, il venait, on se disait bonjour. Mon mari qui parle créole, il parlait créole avec eux. Mais je vous dis, des gens vraiment sans histoire, c'est pas possible. Même encore maintenant, pour moi, c'est pas possible. Pas eux. À 10 km de là, à Guiscard, la ville de résidence du couple, l'incompréhension persiste. Franchement, je sais pas ce qui a pu se passer, quoi. C'est vraiment un drame, quoi. C'est dur. C'est dur pour les enfants, quoi. Puis la petite qui a vu, la petite qui reste, puis qui a vu la scène, son papa en train de faire ça, c'était pas un homme violent du tout. Hein. Il faisait toujours son cross, il passait devant chez moi, il courait. Ce lundi matin, la procureure de la République a confirmé l'usage de l'arme de service du policier. Une cellule d'écoute a été mise en place dans les écoles où 2 des enfants sont inscrits. Passons à cette actualité moins dramatique. La nouvelle équipe de la Chambre de commerce est officiellement installée depuis ce matin. Karine Sinaï-Bossou est la nouvelle présidente de la Chambre consulaire. 32 voix pour et 2 votes blancs. Contrairement à la campagne, la cérémonie d'investiture s'est déroulée dans le calme. Un reportage de Jonathan Lariot. Au cours des mois et des années à venir, nous aurons tous, en fonction de nos compétences respectives, à représenter notre institution. C'est avec émotion que Karine Sinaï-Bossou prononce son premier discours en tant que nouvelle présidente de la Chambre de commerce de Guyane. Loin du climat tendu de ces derniers mois, l'élection aura duré à peine 2 heures. À 32 voix pour sur 34 votants, la tête de liste engagée et déterminée pour la CCIG prend enfin ses fonctions. Il est temps que nous retrouvions une page apaisée au sein de la Chambre et nous allons travailler pour ça. Nous sommes tous élus et nous souhaitons faire bloc afin que les entreprises guyanaises soient représentées. Donc là, il n'y a pas de cap CCI ni engagé et déterminé pour la Chambre de commerce. Il y a des élus, des votes et nous devons tous travailler pour que l'économie guyanaise soit du mieux représentée. Voilà. Le temps des chabatteries, de mon côté en tout cas, est résolu, mais il faut avancer. Donc là, nous devons répondre aux besoins parce qu'il y a vraiment un très grand besoin des chefs d'entreprise. Première femme de l'histoire de Guyane présidente à la CCIG. C'est après un combat de près d'1 an que la Chambre de commerce trouve enfin sa présidente. Après le moment d'émotion vient celui des résolutions. Face aux élus et aux acteurs du monde entrepreneurial guyanais, la présidente fraîchement élue rappelle ses priorités. Je pense que les gens qui nous ont suivis ont bien compris que la formation, c'était notre cheval de bataille. L'équilibre financier, toujours dans un souci d'équilibre financier de la Chambre de commerce et d'industrie, et développer, regarder du moins le passage à l'aéroport en 2022 à une société d'entreprise privée. Mais nous allons surtout faire en sorte que les besoins des entreprises en matière de formation, d'aide à la création d'entreprises et d'aide aux entreprises en difficulté, qu'ils trouvent au sein de la CCI une réponse à leurs attentes. Après l'élection du bureau et des présidents des différentes commissions thématiques, l'atmosphère est à la bonne humeur, même si du côté de la liste CAP CCIG 2017, aucun n'a voulu se prononcer sur l'élection. Pour le tout nouveau visage de la CCI, tout reste à faire. Et puis pour clore ce journal, le théâtre de Macoria fête ses 10 ans sous le signe de la célébration de l'utopie devenue réalité. Pour en parler ce soir, nous recevons Marie-Annie Félicité. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Donc vous êtes la directrice du théâtre de Macoria. Pourquoi une utopie devenue réalité ? Oh, à l'époque, ce n'était pas évident de vouloir absolument mettre une programmation en place. Et les artistes étaient peu nombreux. C'était même impensable de faire venir des compagnies de loin, de payer les billets d'avion et tout ça. Et bien, nous le voulions parce que ça nous paraissait absolument indispensable de passer par là, qu'il y ait pour le développement des publics, du théâtre, des artistes, qu'il y ait un lieu de programmation régulière. Et voilà, donc vraiment c'est porté par quelques personnes, ceux qui ont créé la compagnie théâtrale guyanaise et ensuite le théâtre, voilà, pour que ce rêve devienne réalité. Voilà, tout à fait. Alors, ça fait une décennie de théâtre à Macoria. Quelle est la nouveauté cette année pour fêter justement cette décennie de Alors présence ? d'abord, bien sûr, une programmation qui se renforce, qui se confirme avec
12 spectacles de choix de la scène, plus auxquels se rajoutent les festivals que nous accueillons et le festival que nous organisons chaque année. Donc ça, c'est encore plus d'actions culturelles, hein, de spectacles programmés pour les scolaires, des spectacles en quartier. Et puis, bien sûr, pour célébrer vraiment ces 10 ans, nous donnons des rendez-vous au public déjà le 16 pour l'ouverture de saison. Et après, le 13 octobre, avec une rétrospective en images et en vidéo, donc de cette histoire, de ces pionniers, je dirais, du théâtre. Offrez-nous un peu de couleur. Quels artistes est-ce qu'on peut attendre cette année pour justement pour le théâtre sur la scène? Et donc je termine parce que je vais voilà, et nous avons lancé aussi un concours de graphisme. Donc auprès des jeunes de Macouria? Auprès de graphistes de la Guyane, soutenus d'ailleurs par la CTG. Et puis d'autres personnes vont nous rejoindre dessus pour renouveler un petit peu la charte des affiches. J'aime bien changer. Voilà, au bout de quelques années. Et dans l'affiche, en plus de la forme, il y a le fond. Quel sera le fond? Quel sera Alors, le fond de cette affiche? Cette année, donc, les affiches spécialement 10 ans conçues par notre chargé de com délégué, hein, l'organisme, la structure qui s'occupe de notre communication, Focus, pour ne pas les citer. Et puis, et dedans, bien, une programmation tournée un petit peu sur les compas un peu utopiques, mais les rêves donc, pour changer les relations humaines. Et on commence très très fort avec le 4e mur, une adaptation à la scène donc, du roman du même nom de Sorge Chalandon, qui raconte l'histoire d'un journaliste donc, qui est très connu, Sorge Chalandon. Oui, le journaliste, mais il a écrit une pièce qui s'appelle Le 4e mur, et qui a été un livre et qui a été adapté à la scène. Ça parle d'Israël un peu parce qu'il est spécialisé dans le domaine israélien. Alors ça se passe, voilà, il parle de conflits et il rêve de réunir, donc son héros veut réunir plusieurs belligérants, donc il veut monter une pièce, Antigone d'Anouilh, en pleine guerre à Beyrouth, avec des personnes, des chrétiens, un petit peu partout, des musulmans, une pièce avec un peu tout vous vous rendez compte, des personnes prises dans les différents conflits dans le monde. Voilà. Et comme nouveauté cette année, vous avez prévu la création d'un pôle de ressources pour offrir une expertise spécialisée aux milieux culturels et aux artistes des compagnies guyanes. Vous êtes bien renseignés. Alors, de quoi s'agira-t-il exactement? C'est quelque chose, si vous voulez, le théâtre de Macouria, je dirais la compagnie théâtrale guyanaise, le porteur de projet donc, de la scène, nous avons toujours, mais vraiment toujours voulu soutenir le milieu artistique. Hein. Et à force de travailler avec toutes ces personnes, nous nous sommes rendus compte qu'il manquait d'un pôle ressources. De l'expertise. Voilà, et d'expertise. Et donc, là, cette année, on essaye de faire profiter de la structure et de mutualiser les moyens. Donc voilà, on va faire des fiches de paye, la gestion comptable, etc. Et puis aussi organiser des formations, etc. Voilà, vraiment tout ce qui est gestion de ce domaine artistique qui est le théâtre, gestion administrative. Oui, voilà, la gestion administrative, le montage de dossiers, vraiment accompagner. Hein, c'est pas faire à la place de l'autre, ce n'est vraiment pas porter leur projet à leur place, mais vraiment accompagner. Alors ça, c'est une petite chose, effectivement, qu'on met en place cette année. À l'occasion des 10 ans également, nous souhaitons, et on attend, hein, parce que le dossier a été posé, c'est pas encore, sera validé, mais nous souhaitons vraiment mettre en avant aussi le livre de théâtre, la pièce de théâtre, et donc accompagner un auteur.
Donc j'en parle comme ça. Donc c'est un projet. Voilà, c'est un projet, c'est un dossier qu'on a posé. On attend parce qu'il faut du financement. Et certes, c'est vrai que tout, on va dire, c'est comme une page qui tourne, mais vers l'avenir. Et donc, ça donne des ailes, ça donne des envies, ça donne des envies aussi d'aller vers du public qui a un petit peu de mal à se déplacer. Donc, on essaiera d'organiser des lectures dans les quartiers Maya, en Boiseau-Rose, etc. Alors, dans l'avenir proche, c'est du 14 au 16 septembre, vous organisez une fête pour la jeunesse. C'est sur ça qu'on va arrêter cet entretien en raison de nos impératifs de temps. Marie, Annie, félicité, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, du beatbox, donc exactement, on demande vraiment aux jeunes de Macoria de venir profiter parce qu'on a fait venir un très grand spécialiste du beatbox. Donc, pour ceux qui savent pas... Je pense qu'on aura l'occasion de le découvrir. On va devoir mettre fin à cette entrevue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice du théâtre de Macoria. Donc, restez avec nous pour le rappel des titres. Nous voici donc arrivés à la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. Le président de la République au chevet des victimes du cyclone Irma à Saint-Martin, Emmanuel Macron, était accompagné d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Il a exposé son plan de reconstruction. Les syndicalistes guyanais, eux aussi, se mobilisent contre la réforme du Code du travail par ordonnance. L'appel à manifestation nationale a été suivi timidement ce matin devant la préfecture par une trentaine de professionnels. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, Karine Sinaï-Bossou devient la première femme à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie. La chef d'entreprise a été élue ce matin par la majorité de ses pairs. Elle souhaite rétablir l'équilibre financier de la Chambre consulaire. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.